Bienvenue dans ce premier rendez-vous interpubliciste, podcast dans lequel nous interviewons des professionnels du droit public pour vous éclairer sur votre avenir. Études, échecs, réussites, parcours atypiques, métiers et quotidiens, c'est ça que vous découvrirez en écoutant ce podcast. Alors tenez-vous bien, on est parti pour un voyage qui vous fera découvrir les nombreux paysages de la branche publiciste. Accrochez vos ceintures et bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis Zoé, co-responsable podcast et communication à Avenir Droit Public, et je suis heureuse de vous retrouver pour le premier rendez-vous interpubliciste dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir une ex-étudiante de Cergy qui a terminé son master de droit des collectivités territoriales et politique publique en 2021. J'ai nommé Alizée Cotin. Salut Alizée! Salut Zoé! Tu vas bien? Ça va, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et ton parcours? Donc, je suis Alizée Cotin et je suis arrivée à la fac de Cergy après mon baccalauréat scientifique. J'ai entamé une licence de droit avec un DU franco-allemand, donc une licence hyper intéressante, un DU hyper intéressant qui a commencé avec un échec. Il faut le dire quand même, parce que j'ai redoublé ma première année, donc, mais pas les 2 semestres. Et ça, c'était hyper intéressant et une très grande opportunité pour moi. Et je pense qu'il faut quand même le dire. C'est que j'ai redoublé le semestre 1 et le semestre 2, j'ai pu être fille au pair en Allemagne. Ça collait hyper bien avec mon parcours de DU droit allemand. Je pouvais progresser en langue et ne pas faire 6 mois ou plus à ne rien faire chez moi. Donc, plutôt, en tout cas, une première année d'échec, mais en fait, finalement, c'est plutôt bien terminé. Et ensuite, après, j'ai continué avec la licence la 2e année, toujours dans le même parcours, et 3e année qui s'est passée en Allemagne, en Erasmus. Ok, c'est quelque chose sur lequel j'aime bien insister. Après, je ne l'ai pas vécu, donc peut-être que ça peut paraître illégitime ou quoi que ce soit, mais le redoublement à la fac, c'est pas grave. C'est même une super bonne chose. Et on a de la chance de pouvoir redoubler et de pouvoir faire plein de trucs. Et surtout, si on redouble qu'un seul semestre, bah, on a l'autre semestre, on peut travailler, on peut partir en voyage, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est tout bénef en fait. Et on peut faire des stages, on peut faire plein de choses. Donc ouais, c'est trop cool que tu aies redoublé et que aujourd'hui, oh, mon Dieu, tu as redoublé, mais tu as un métier. C'est possible de redoubler et d'avoir un métier. Donc je suis contente que tu aies rebondi là-dessus. Et ensuite, donc, tu as enchaîné, après la licence de droit, tu as fait un master. J'ai continué avec le master droit public général. Donc, à l'époque, on n'avait pas encore fait la petite réforme à la fac de Cergy, où on met les spécialités maintenant dès le master 1. Mais je fais un master droit public général. Et ensuite, je me suis dirigée vers le master 2, droit des collectivités territoriales et politique publique. Est-ce que le fait de choisir un master en droit public, ça a été une évidence ou est-ce que tu avais partie du groupe de nombreux étudiants qui ne savaient pas s'ils devaient prendre privé, public, etc., qui prenaient peut-être même plutôt le privé parce que le public, ça faisait un peu peur. Est-ce que ça a été une évidence pour toi? Je dois dire que je pense dès la licence, la première année de licence, ça a été vraiment une évidence pour moi et je crois que j'ai été toujours un peu contre le droit privé, je pense, et inconsciemment. Dès la licence 1, je me suis dit plus tard, je fais un master de droit public et j'ai été fidèle à mon idée de départ. D'ailleurs, ce master-là, je t'ai pas posé la question, mais ça a été une évidence aussi de se spécialiser comme ça en collectivité. Pourquoi tu n'as pas choisi contentieux, liberté ou j'en sais rien, commande publique? Alors, oui, ça a été une évidence. Tout simplement Beaucoup parce d'évidence. Ouais, beaucoup d'évidence. Ma voie était toute tracée. Mais en fait, non, je suis moins fan des contentieux. C'est parce que je pense que je maîtrise moins bien les contentieux et que j'avais pas envie de me diriger vers, comment dire, le parcours de magistrat, le parcours d'avocat ou ce genre de parcours. J'étais beaucoup plus destinée dans ma tête à être juriste en collectivité territoriale, à passer les concours de la fonction publique. Donc, pour moi, c'est vrai que c'était une évidence. Et pourquoi pas Liberté? Tout simplement parce que Liberté, c'est beaucoup plus un parcours de recherche et que je t'avoue que j'avais envie de me professionnaliser le plus rapidement possible. Et j'en avais un peu marre des études à la fin. Donc, repartir pour je ne sais pas combien d'années et écrire une thèse, c'est certes hyper intéressant et je dis bravo aux personnes qui le font, mais moi je pense que j'étais pas, je pouvais plus à la fin.
Ok, bah t'as bien fait de foncer sur le marché du travail. Donc, tu as fait un master de droit des collectivités territoriales. Comment est-ce que ça s'est passé? Le master 2, il s'est pas non plus hyper bien passé. Mhm. Alors, je dis pas au niveau des notes, même des profs ou de la classe, ça, il n'y a aucun souci. Mais c'était vraiment une année très compliquée, avec une grosse charge de travail qui est partagée entre l'alternance et les cours. Et je dois dire que c'est un rythme quand même très, très soutenu. Et après 6 années d'études, enfin, en tout cas 5 années, sans compter l'année de Master 2, on en a un peu marre. Et on arrive à une année Master 2 où en fait on nous dit bah, vous allez encore plus bosser que toutes les autres années. Et c'est vrai que enfin, mentalement, physiquement même, c'est quand même très très dur. Ça a Moi, été je plus l'ai dur que la trouvé. licence et même le master 1? Je pense qu'avec le rythme d'alternance et enfin, des cours à côté, et on a aussi des devoirs à faire en Master 2, j'ai trouvé ça quand même très compliqué. Enfin, on a presque plus de week-end parce que le week-end, c'est les seuls jours où on peut faire les devoirs. Parce que le soir, quand on rentre de l'alternance, bah, en fait, on a une vraie journée de travail comme tout le monde. Et donc, on rentre le soir vers 19 heures et on n'a pas forcément envie de faire une dissertation ou faire un commentaire d'arrêt ou de préparer un mémoire en défense. Et c'est quand même très, très compliqué. Et je dois dire aussi que je suis une personne qui est assez longue à comprendre les énoncés et assez longue à faire les devoirs. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé, en tout cas, l'année de Master 2 très compliquée, oui. Ok. Et d'ailleurs, sur l'alternance, tu l'as fait dans quoi du coup? Alors, mon alternance, je l'ai faite à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris. Donc, j'ai adoré l'expérience. Et j'ai demandé à la fin de mon alternance si je pouvais être prise à la mairie de Paris. Et donc, ça ne s'est pas fait parce que pour plusieurs raisons, on n'est pas toujours pris après une alternance, mais qui ne tente rien n'a rien. 2 jours après la fin de mon alternance, j'avais une proposition d'embauche au ministère de l'Intérieur. Donc, Ouh, en la fait, classe! voilà, ça s'est totalement bien goupillé pour moi. Finalement, si j'étais restée à la mairie de Paris, j'aurais peut-être pas eu cette opportunité. Et j'avoue que c'est quand même hyper intéressant que je sois au ministère de l'Intérieur comme premier poste juste après mes études. Ouais, ok. Et du coup, vu que en master 2, tu avais l'alternance et en même temps les cours, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la théorie pure, parce qu'on dit souvent que le droit public, c'est de la théorie, et en même temps, c'est vrai, il y a beaucoup de théorie, mais il faut penser aux pratiques. Est-ce qu'il y avait une grosse différence? Comment est-ce que tu as su gérer? Alors, le point qui est hyper intéressant qu'on fait en cours à la fac et qui reste encore quand on est dans un emploi après la fac, c'est le fait qu'on recherche toujours autant les ressources juridiques sur les Legifrance, sur Dallos, sur LexisNexis. Ça, on ne le perd pas. C'est ce que je fais encore toutes mes journées actuellement. Donc, c'est vraiment ça. Et je trouve que de ce point de vue-là, déjà à la fac, si tu as eu l'habitude de chercher autant et de te cultiver autant en droit, ça, c'est sûr que c'est tout vraiment bénéf pour toi pour plus tard. Tu feras, enfin, toujours, enfin, c'est pas que tu feras toujours la même chose, mais en tout cas, sur les postes, moi, que j'ai eu, que ce soit en alternance ou que j'ai actuellement, c'est ce que je fais toujours. On a toujours besoin d'avoir toutes ces sources juridiques et d'être toujours à jour, d'aller regarder sur la Gazette des communes un peu tous les jours ce qui se passe dans les collectivités. Donc ça, en tout cas, c'est un bon point qu'on a déjà à la fac et il ne faut pas le perdre. Alors après, sur quelques autres points, j'ai été un peu étonnée parce que à la fac, comme tu le dis, c'est très théorique. À l'alternance à la mairie de Paris, il y avait quelques exercices que je devais faire et je maîtrisais un peu moins bien. Mais c'est pas forcément de la faute de la fac, je pense. C'est que bon, j'ai appris sur le tas quand je suis arrivée en alternance et ça s'est plutôt bien passé. Par exemple, tu as un article de loi du code de l'urbanisme ou de n'importe quel code et on te demande d'interpréter mot pour mot cette loi. C'est un exercice que j'ai eu à faire pendant plusieurs mois, mais en fait, je devais définir la notion d'espace public. Ça peut paraître tout bête, tout con, et en fait, ça ne l'a pas été du tout. J'ai fait des pages et des pages de recherche.
Et il fallait que j'aille chercher dans plusieurs codes, où tu vas dans le code de la voirie routière, tu vas dans le code de l'urbanisme, tu vas dans plusieurs sources, tu fais énormément d'articles de jurisprudence. Et en fait, quand tu cherches tout ça, tu dois vraiment interpréter ce que tu cherches. Et j'avoue que ça a été un exercice un peu dur pour moi, hyper enrichissant, mais Mhm. très dur, parce que je trouve que c'est pas une habitude qu'on nous donne à la fac, d'interpréter autant les termes, Ouais. et de savoir, par exemple, il fallait que je détache aussi le mot espace, le mot public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire espace? Qu'est-ce que ça veut dire public? Et que je les détache, et ensuite après que je les interprète et que je descende, tu vois, par escalier, c'était un challenge, mais c'était hyper intéressant. Et donc, au ministère de l'Intérieur, actuellement, je fais presque toujours un peu la même chose, donc je me suis un peu habituée. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de, comment dire, en fait, d'interprétation par terme juridique et on s'attache vraiment aux mots. Et à la fac, je trouvais qu'on faisait quand même beaucoup d'exercices d'interprétation, mais c'était de l'interprétation très large des Oui, textes de c'était sur loi. des sujets complets, pas sur 2 mots. Voilà. Et juste pour revenir sur ton alternance, donc toi, tu l'as faite au service de l'urbanisme à la mairie de Paris, mais à part interpréter des termes, quelles étaient concrètement les missions? Est-ce que je sais pas, tu restais derrière ton bureau? Est-ce que des fois, tu allais sur le terrain? Euh, Qu'est-ce qui se passait en gros pendant l'alternance? Bah, premièrement, je suis jamais allée sur le terrain parce que l'objet même en fait du service où j'étais et du bureau où j'étais, c'est un service juridique. Et c'est un appui juridique pour la direction de l'urbanisme de la ville de Paris et on ne va pas sur le terrain. C'est pas comme les personnes qui instruisent les permis de construire et tout type d'autorisation d'urbanisme où ils peuvent aller voir la légalité de l'acte et d'aller directement sur le terrain. En tout cas, ce n'était pas le cas pour moi. Ce que j'ai fait, donc j'ai eu des missions hyper variées. Je faisais de la veille juridique, Enfin, est-ce que tu peux j'analyse. nous expliquer ce que c'est la veille juridique déjà? La veille juridique, alors c'était très simple pour moi à la mairie de Paris. Ma chef de bureau était abonnée à ce petit magazine en ligne où il y avait vraiment les dernières actualités qui étaient un peu tombées la veille, mais dans Mhm. tous les domaines. Ensuite, nous, elle nous transférait ça et nous, on sélectionnait vraiment ce qui était hyper intéressant pour l'urbanisme, pour ce qui est participation du public, permis de construire. Voilà, donc ça pouvait être des jurisprudences, ça pouvait être des annonces du gouvernement, puis même des rapports qui avaient été rédigés par tout type d'organismes. Donc ensuite, nous, on sélectionnait vraiment ce qui nous intéressait. Et ce que je faisais après, quand j'avais sélectionné ça, c'est que j'allais faire vraiment des recherches hyper approfondies sur ça. Oui, parce que l'objectif, après, ce que j'ai pas dit, c'est de transférer une veille complète, mais quand même synthétique, à tous les Mhm. collègues du bureau. C'est une actualité juridique efficace. Et du coup, tu as fait de la veille juridique. Est-ce que tu as fait d'autres missions? Alors, ce n'était pas une mission vraiment à moi, mais j'ai pu suivre des participations du public. On lance des participations en droit de l'urbanisme qui vont porter, donc là notamment, sur le projet Tour Eiffel. Donc, c'est le réaménagement Oh. des abords Tour Eiffel. Il y avait aussi le projet Notre-Dame. Donc, suite à l'incendie, on doit réaménager et reconstruire Notre-Dame de Paris. Et donc, ces participations du public se faisaient par voie électronique. D'accord. Et donc, c'est toute une organisation. Et alors, c'est hyper circonscrit juridiquement, hein. Il y a tous les textes juridiques qui sont bien rédigés là-dessus. Donc, c'est une grosse procédure. Et j'ai pu suivre ça, mais c'est pas moi qui l'organisais. Et c'est un peu le côté de l'urbanisme que j'aime bien, c'est un peu la participation du public. Donc, on fait participer les citoyens. Et ça, j'avoue que c'est le côté du droit de l'urba que je pense qui m'a fait succomber d'ailleurs. Mais Mais le droit de l'urbanisme, j'ai l'impression que c'est assez concret et c'est proche des gens, c'est proche des citoyens, alors que je sais pas, dis-moi si j'ai tort encore une fois, mais la commande publique ou peut-être quelque chose de plus technique, et bah on est plus nous avec notre texte juridique et il n'y a pas d'autres acteurs qui vont intervenir. tu as raison. Par contre, alors c'est vrai il y a cet aspect où le droit de l'urbanisme est palpable. Et ça, c'est ma prof de l'urbanisme qui le disait. Et elle a raison. C'est parce que, en fait, le droit de l'urbanisme, c'est la maison. C'est ta maison. C'est là où tu vis. C'est la ville.
Ce sont les trottoirs, c'est le centre-ville, c'est comment on aménage une ville, pourquoi on va mettre tel bâtiment à cet endroit-là. Donc, on voit ce que c'est le droit de l'urbanisme. Voilà, c'est pas abstrait. Après, le droit de la commande publique, je veux pas dire que c'est pas abstrait non plus, parce que par exemple, quand une ville elle a besoin des bancs publics, c'est aussi vachement concret. Mais voilà, c'est autre chose. Moi, j'étais moins attirée par le droit de la commande publique. Je pense que c'est un droit intéressant et tout aussi technique que le droit de l'urbanisme d'ailleurs. Donc, veille juridique, est-ce que tu as une autre mission qui sort du lot ou c'était à peu près tout? Je faisais beaucoup de fiches. J'ai fait des fiches sur plein de choses. Par exemple, sur les différentes procédures des documents d'urbanisme, des fiches hyper synthétiques, comme si tu faisais une fiche de révision à destination de tes collègues de bureau, pour que si le jour où ils en ont besoin, ils sortent la fiche. Et s'ils ont un problème dans une procédure, s'ils ont un doute, qu'ils sortent la fiche et qu'ils se disent ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, j'ai dû faire des fiches et après, ce que j'avais aussi comme autre exercice, c'est les consultations juridiques. Donc, on pouvait avoir des questions juridiques qui arrivent de un peu partout, mais par exemple du cabinet de la maire de Paris, mais aussi du directeur de l'urbanisme qui avait une petite question. Donc, voilà, j'ai eu quand même quelques questions comme ça, des consultations juridiques. Et ça, c'est aussi un exercice qu'on ne fait pas assez à la fac, peut-être. C'est ce que je me disais justement. Parce que dans la consultation juridique, je pense que le plus dur et ce qu'on ne fait pas à la fac et vraiment l'angle qu'on n'a pas à la fac, c'est qu'on doit se mettre dans la peau du maire et des élus locaux. Et c'est pas évident parce que tu vas répondre à la consultation et à la question, mais en prenant en compte, eux, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont comme budget. Faut prendre en compte l'aspect financier, c'est hyper important pour une commune. Bon, la ville de Paris, c'est la capitale. Souvent, bon, l'aspect financier, voilà, hein, ça va. C'est pas comme une petite commune rurale où tu es, toute seule dans ton service juridique et que tu dois vraiment faire attention. L'aspect important des consultations juridiques, c'est toujours de leur montrer les risques juridiques et les risques de contentieux qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on va les conseiller sur un point, on va leur répondre, OK, oui, donc ça, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez pas le faire. Et surtout, toujours leur dire ce qu'ils ne peuvent pas faire, tout ce qui est risque. Et ça aussi, c'est pas évident parce que quand on connaît, on connaît le droit, ok, là maintenant, arrivé en Master 2, on connaît le droit, il n'y a pas de souci. Mais après, de montrer les risques juridiques, etc., c'est autre chose. Et bon, c'est un versant un peu plus compliqué, mais voilà, moi j'étais hyper bien accompagnée dans mon alternance, donc il n'y avait pas de souci avec ça. Ok, mais c'est vrai que Enfin, j'ai l'impression que ce qu'il faut retenir pour le moment, ce que tu as fait pendant ton alternance, et peut-être, et je vais te poser des questions après sur ce que tu fais aujourd'hui dans ton métier, mais c'est surtout beaucoup de recherche. J'ai l'impression, après je sais pas, qu'on ne nous pousse pas assez à la fac à faire nos propres recherches. On a un peu tout qui est marqué dans nos cours, à part pendant les TD. Bon, voilà, on a... Bah, en fait, le truc, c'est qu'on a tout dans les TD. Et à part si on fait la formation justement de recherche juridique, en fait, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire, je pense, pour les étudiants et qu'il devrait y avoir peut-être un suivi tous les ans on apprend plus de trucs sur la recherche juridique parce qu'en fait, c'est sur ça qu'on va travailler et on n'aura pas une fiche de TD une fois qu'on aura une question du maire. On n'aura pas juste tous les éléments des textes, de la doctrine, etc. On n'aura pas tout ça qui nous sera donné facilement. Il faudra tout aller chercher et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup à la fac et j'ai l'impression que pourtant, c'est le cœur du métier. Et d'ailleurs, en parlant marché du travail, on dit souvent, en tout cas c'est ce que nous disent les profs de droit public pour nous attirer dans les masters de droit public et vers une spécialisation de droit public, c'est que on trouve du boulot super facilement. Tu m'as dit, toi, ça t'avait pris 2 mois, mais est-ce que par exemple, je ne sais pas si tu as gardé contact avec les anciens étudiants de ta promo, est-ce qu'ils ont galéré à trouver un emploi ou est-ce que ça s'est fait tout naturellement en quelques semaines, quelques mois? Alors, je pense que ce n'est vraiment pas une bêtise ce que les profs disent par rapport à ça, étant donné que moi, j'ai eu mon poste, donc comme je t'ai dit, très, très rapidement. Mais je ne l'ai pas eu aussi rapidement que d'autres personnes parce que moi, j'ai fini mon alternance et là, début novembre, je prenais mon poste. Mais il faut savoir que j'avais d'autres camarades de ma classe qui avaient déjà le poste quand on n'avait encore pas fini le master. Ah oui, ok. Donc, vers juillet, je crois qu'il y en avait certains qui savaient déjà où ils allaient aller en septembre. Et ça a été extrêmement rapide pour certains, mais ça se fait dans les mois qui suivent, en fait, je pense, pour la majorité. Ils sont tous partis vers le métier de juriste en collectivité territoriale. Est-ce qu'il y en a qui sont partis vers plutôt les concours directs
pour, je sais pas, devenir attaché territorial ou autre métier pour devenir fonctionnaire? Se diriger vers les concours d'attaché territorial. Ils vont probablement prendre la session qui va s'ouvrir là en mars-avril. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que c'est un attaché territorial? Un attaché territorial, c'est quoi? Donc, c'est une personne qui travaille dans la fonction publique territoriale. Déjà. Donc, ça va être tout ce qui est commune, interco, département, région. C'est une personne catégorie A. Par exemple, dans une commune, ça va être la chef de bureau ou le chef de bureau, directeur généraux de service. D'accord, ok. Donc, ça n'a pas spécialement des missions spécifiques. J'ai l'impression que vu que c'est de manière plus on monte en grade, plus c'est du management qu'on fait, j'ai l'impression du management d'équipe. Dis-moi si j'ai tort. Oui, c'est ça. En fait, c'est que quand on est attaché territorial, de toute façon, on est destiné, je pense, à avoir une équipe à gérer. D'accord. Donc, en fait, c'est plus un grade qu'on cherche à avoir plutôt que des missions. Oui, c'est plus un grade, bon, qui va évidemment avec le salaire. Oui, Quand tu es attaché territorial catégorie A, quand on regarde les grilles indiciaires de la fonction publique territoriale, on gagne plus qu'une personne catégorie B ou catégorie C. Et donc, attaché territorial, le concours n'est évidemment pas le même qu'une personne catégorie B. C'est-à-dire que la fonction vraiment du catégorie A, c'est encadré. Et on est responsable d'une équipe et on porte vraiment souvent un bureau et la responsabilité du bureau sur ses épaules. d'accord. D'accord, ok. Sinon, ensuite, il y a quand même quelques personnes, ou au moins une personne de la classe qui se dirige vers le concours d'avocat. Ok, d'accord. Donc, c'est possible d'être Et avocat après droit des collectivités territoriales et politique publique. C'est bien, c'est bon à noter. pour les autres, alors il me semble quand même qu'il y avait certaines personnes qui voulaient quand même se diriger vers peut-être des entreprises privées après ce master-là. Et donc, cette porte n'est pas non plus fermée. Et du coup, alternance terminée, 2 mois après, hurrah, on a trouvé un job au ministère de l'Intérieur. Et bah, comment est-ce que ça s'est fait justement ce recrutement? Alors, ça s'est fait de manière assez drôle même. Donc, j'avais une amie qui était en alternance au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale des collectivités locales. Donc, elle a passé toute son année de Master 2 dans cette alternance. Ça s'est très, très bien passé pour elle. Et elle m'avait fait part, juste avant l'été, qu'il recherchait un responsable du secteur urbanisme dans un autre bureau. Mais Parfait. enfin, à l'étage du dessus, en fait. Mais moi, sur le moment, elle m'avait dit, donc responsable du secteur urbanisme, j'avais tiqué sur le mot responsable. Je Responsable. m'étais Ouais, dit, tout de suite, t'as pas voilà, les compétences, tu te sens pas prête à sauter le pas. Ouais. tout à fait, bah, tu as tout compris. Et donc l'été s'est passé, j'ai écrit mon mémoire, hein, on passe quand même tout l'été à rédiger notre mémoire. Et donc, je pensais plus trop à cette offre d'emploi. Et il s'est avéré que j'ai fini l'alternance le 30 septembre et ma copine, elle m'envoie un message, écoute, je viens d'avoir la chef de bureau de tel bureau au ministère. Il recherche toujours ce responsable de secteur de l'urbanisme. C'est un signe de Et l'univers. Là, il faut sauter dessus. voilà, tout à fait. Et donc, elle me dit, mais je sais que toi, tu es vraiment passionné par le droit de l'urbanisme. Tu es sûr que ça te tente pas? Et là, je lui dis, non, mais responsable, ça me fait peur. Et elle me dit, mais non, mais c'est pas responsable. En fait, c'est hyper mal écrit, l'offre d'emploi. Mais t'inquiète pas, tu seras responsable d'un secteur, d'un pôle de la matière urbanisme, mais tu vas pas manager des gens. Et Ouais. donc là, La je pression lui dis, redescend quand même. voilà, la pression redescend. Et donc, en fait, le jour même, j'envoie un CV et une lettre de motivation. Le lendemain, j'avais un entretien d'embauche et puis j'étais prise dans la foulée. Ah oui. Ah d'accord. Ah oui, c'était très rapide. La fin de C'était semaine. extrêmement... voilà, c'est ça. Et comment ça se passe? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est différent de ton alternance? Est-ce que tu as des missions qui sont différentes? Ça me plaît beaucoup. Et par contre, c'est totalement différent de ce que je faisais, en effet. Au ministère de l'Intérieur, donc à la Direction générale des collectivités locales, je fais beaucoup de légistique. La légistique, c'est vraiment corriger et rédiger les textes de loi, les textes réglementaires. On est au cœur du truc, hein. Voilà, on n'est Clairement, plus sur on de est vraiment l'application, on est sur de la création en fait. tout à fait.
Et c'est pour ça même qu'il y a pas un trait de caractère, mais comment dire, une compétence qui était dans l'offre d'emploi qui est, il me semble, créativité, innovation, quelque chose comme ça. Voilà, ça colle parfaitement avec ce que je fais parce que je confirme quand même que créer la loi, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Et ça aussi, on l'apprend pas à la fac. C'est vrai que généralement, on est plutôt dans la situation où on doit critiquer ce qui est marqué, mais on ne se met pas à la place de la personne qui a galéré à trouver le mot parfait on va justement tiquer sur ce mot, on va dire, en fait, c'est pas top, c'est un standard juridique, je comprends pas, ça veut rien dire, alors que la personne a galéré à trouver ce terme-là. Oui, non, non, mais c'est vraiment pas évident. Et puis en plus, tout ce qui s'attache à cet exercice, c'est aussi de faire vachement attention à tous les risques juridiques qu'il peut y avoir. Si on écrit tel mot ou tel mot, c'est quand même pas pareil. Il faut faire attention. Et puis bon, je t'avoue que là, ça fait 3 mois que j'ai pris le poste. Et pour le coup, je suis incapable encore maintenant d'écrire quelque chose de juridiquement très correct. Je pense. En tout cas, ça passe toujours par la validation de nombreuses personnes. Oui, t'es pas la seule à écrire la loi comme Oui. ça. Non, non, puis on n'est jamais tout seul. Et puis même les personnes qui sont chefs ou directeurs, ça passe par la validation de plusieurs ministères. En fait, on travaille beaucoup entre ministères, c'est vachement transversal. Et en plus, il y a le ministère de la Transition écologique où il y a des bureaux spécialisés en urbanisme là-bas. Donc, en fait, moi, je sers beaucoup plus comme appui à ce qu'ils font. Mais c'est vrai que voilà, on n'est jamais tout seul. T'écris beaucoup de lois, est-ce que tu as d'autres missions sur lesquelles tu veux revenir ou pas? On est beaucoup sur le projet de loi 3DS Ok, oui, le fameux, ouais. qui devrait être voté dans pas très longtemps. Mais voilà, sur ce projet de loi, j'ai dû répondre à des amendements du Parlement. Donc, c'est quand ils veulent modifier certains articles de la loi, on met la position du gouvernement. Donc, étant donné qu'on est au ministère de l'Intérieur, enfin, c'est ministère de l'Intérieur, mais c'est ministère des collectivités territoriales Ouais, à ouais. proprement dit. Et donc, on doit mettre la position du gouvernement sur les amendements et ensuite, après, on rédige un argumentaire et cela va servir ensuite de fiche de banc à la ministre qui va lire nos fiches de banc quand il va y avoir des séances au Parlement. Ok, mais d'ailleurs, vu que tu travailles pour le gouvernement, entre guillemets, est-ce que c'est difficile de se détacher du côté politique? Souvent, on est des juristes, on n'est pas des politiciens. Enfin, c'est quand même très, très lié, la politique et le juridique. Et je me demandais, est-ce que c'est difficile de s'en détacher, sachant que tu avais l'air de dire qu'il fallait trouver des arguments pour défendre certaines lois qui sont décidées, dont la volonté émane du gouvernement? Étant donné qu'on est au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, on doit principalement défendre l'intérêt des collectivités. Qu'on soit pour ou contre le gouvernement, on doit toujours regarder si juridiquement parlant, c'est favorable ou défavorable aux collectivités territoriales. Il faut toujours avoir un pour et un contre. On peut faire son avis personnel, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais en tout cas, il faut toujours voir si juridiquement ça tient la route. Et il faut voir en fonction des compétences des collectivités, ce qu'elles ont déjà, ce qu'elles n'ont pas, les compétences qu'on va peut-être leur ajouter, qu'on va leur enlever. Et donc voilà, c'est dans l'intérêt des collectivités territoriales et des élus locaux qu'on fait ce boulot-là. D'accord. C'est pas dans l'intérêt d'autre chose. Et juste pour revenir sur l'émission, si tu devais décrire une journée type, Eh bien, je vais commencer à 9 heures par regarder mes mails. C'est la ok. première chose qu'il faut faire parce qu'il y a peut-être des mails hyper importants et des petits points qu'il faut traiter en début de journée. Donc, il ne faut pas laisser passer ça. Ensuite, en ce moment, comme on est pas mal en télétravail, on fait une réunion de bureau à 9h30. Et ensuite, après, pour ce qu'il en est de l'aspect urbanisme, donc il faut savoir que je suis toute seule à traiter l'urbanisme. Ensuite, après, au-dessus de moi, j'ai un adjoint et une chef qui sont aussi calés en urbanisme. Mais en tout cas, je suis toute seule responsable de ce pôle-là. Donc, bon, on est tous en totale autonomie sur ce qu'on fait et sur le secteur qu'on porte. Donc, on gère un peu sa journée comme on veut. Quand on a pas mal de réunions comme ça, des réunions interministérielles ou interservices, moi, mon rôle après, c'est de faire des comptes rendus
pour les envoyer aux échelons supérieurs au-dessus de moi, parce que les personnes au-dessus de moi n'ont pas le temps de suivre toutes les réunions, hein, ce qui est normal, ils pourraient vraiment pas. Donc après, l'idée, c'est de leur envoyer un compte-rendu hyper synthétique des réunions qu'on suit. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau texte que je vais être obligée de regarder et d'analyser si juridiquement tout colle bien sur l'aspect urbanisme, de mettre des commentaires à la marge et ensuite d'envoyer à l'autre ministère ou à l'autre bureau qui nous a envoyé ce texte pour qu'on travaille vraiment en symbiose tous ensemble et qu'on mette notre avis juridique dès qu'on pense que c'est nécessaire. Et en tout cas, comme je t'ai dit, nous, on défend vachement l'intérêt des collectivités. Donc, dès que ça touche un peu aux compétences des collectivités, souvent, on est en warning. On leur dit, faites attention aux collectivités territoriales. Et puis, je travaille avec mes collègues. Parfois, il y a quand même des travaux d'équipe où on peut quand même se parler, se communiquer. Et après, comme je t'ai dit, on est responsable chacun sur notre pôle. Donc souvent, on est un peu tout seul, mais ça peut arriver que, évidemment, on fasse des petits points ensemble et c'est hyper intéressant de travailler avec ses collègues aussi et d'avoir les avis des autres. Et d'ailleurs, est-ce que tu utilises que le droit public? Est-ce que des fois tu utilises le droit privé? Non, pour l'instant, j'utilise que le droit public, mais après, ça pourrait arriver qu'un jour, j'ouvre un code civil, mais je t'avoue que là, ça fait quand même pas mal d'années que le code civil et même tous les codes de droit privé, je les ai pas du tout ouverts. Le droit du travail, je connais pas. D'accord. Bon, bah, si ça ne te sert pas, ne l'ouvre pas, hein. Et d'ailleurs, toi, si, imaginons, tu ne tentes pas du tout le concours d'attaché territorial, quelles sont les évolutions de salaire et les évolutions de carrière par rapport au métier que toi, tu as actuellement? Alors, si je passe pas le concours de la fonction publique territoriale, je peux rester dans la fonction publique de l'État. À ce moment-là, étant donné que je suis encore contractuelle actuellement, j'ai pas passé de concours. C'est vrai que ce serait plus intéressant pour moi qu'un jour je sois titulaire. Pour rester dans la fonction publique de l'État, il faudrait que je passe le concours des IRA. Ensuite, après ce concours-là, il me semble, 2 stages à faire. Et ensuite, on est titularisé et on est fonctionnaire titulaire comme un fonctionnaire titulaire dans la territoriale, sauf que là, on est dans l'État. D'accord. Donc ça peut être une évolution de carrière pour moi. En tout cas, dans la fonction publique, pour l'instant, on peut normalement, si je ne me trompe pas, octroyer un CDI à une personne contractuelle au bout de 6 ans, ce qui serait faisable pour moi. Mais que ce n'est pas forcément la voie que je souhaiterais prendre pour moi. Je pense que être titulaire, fonctionnaire titulaire, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus avantageux. Je pense qu'il ne faut pas se freiner parce qu'il y a un concours à passer. Les concours, ils sont largement faisables avec les études qu'on fait. Justement, je voulais rebondir sur les évolutions de salaire parce que tu m'as demandé... alors, dans la territoriale, en tout cas l'année dernière, on avait des profs en ressources humaines qui étaient vraiment très, très bons et ils nous ont fait de très beaux cours sur le salaire des fonctionnaires. Donc, ils nous ont montré vraiment les grilles indiciaires. Donc, de toute façon, un fonctionnaire et le salaire d'un fonctionnaire, c'est basé sur une grille. C'est déjà écrit dans les textes de loi. On ne peut pas le négocier, quoi. Alors non, on ne peut pas le négocier. Et alors souvent, on dit, ah, quand tu es contractuel, tu peux négocier ton salaire. Moi, j'avoue que quand j'ai été embauchée au ministère de l'Intérieur, je pouvais quand même pas vraiment négocier parce que, comment dire, j'ai pas de bagage. J'étais étudiante, je sortais de l'école. Donc, je pouvais pas me permettre de négocier quoi que ce soit. C'est vrai, je l'avoue, que j'ai un moins bon salaire que certains camarades qui sont dans la territoriale. Okay. Mais apparemment, dans la fonction publique de l'État, et je l'ai appris il y a très peu de temps, en fait, le salaire, il évolue un peu plus tard. Et dans la territoriale, on a plutôt un bon salaire dès le début. Et puis, ça va évoluer un peu au fil des années. Dès qu'on passe les grades et qu'on monte, le salaire évolue. C'est un peu pareil dans l'État, hein, quand on est fonctionnaire titulaire, ton salaire évolue au fil de ta carrière. Et il va d'autant plus évoluer si tu fais des mobilités. Donc, c'est-à-dire que tu bouges beaucoup.
et tu évolues D'accord. beaucoup. Et en fait, tu fais pas que monter, mais en tout cas, tu bouges beaucoup, tu changes beaucoup de postes et de lieux. Donc ça, c'est hyper avantageux sur ta rémunération. Et pour l'instant, je ne suis qu'un petit bébé, donc je n'ai pas encore eu d'évolution de salaire, mais je ne me plains pas, surtout pas. Enfin, même si mon salaire est peut-être un peu moins bon que mes camarades qui sont dans la territoriale, il n'y a vraiment pas du tout à se plaindre. Et vraiment, les évolutions salariales sont quand même très intéressantes dans la fonction publique, je pense. Après, je ne sais pas si c'est à comparer avec le privé. On avait vu l'année dernière quand même qu'entre le privé et le public, il n'y avait quand même pas de grosses différences. D'accord. Bon, c'est quand même bien de le noter parce qu'on dit souvent que le privé, bah, on peut gagner des milliers des cents et le public, bah, pas trop. Mais visiblement, c'est pas le cas. Donc, bonne nouvelle, vous pouvez partir en public les yeux fermés. Et aussi, il y a un autre avantage dans le public, il faut quand même le dire, c'est tous les avantages qu'on a niveau vie confortable. Je Oui. trouve qu'on a une vie confortable. C'est le confort, en fait, quand tu es fonctionnaire titulaire. Bon, déjà, bah, tu es titulaire, tu es fonctionnaire à vie. Ça, c'est génial parce que La tu as vraiment sécurité de la l'emploi, c'est quand stabilité. même quelque chose qui a souligné. Tout à fait. Et en plus de ça, quand on voit qu'il y a une crise du coronavirus qui frappe certains pays, et bah, quand tu es fonctionnaire titulaire et qu'en plus bah, tu travailles dans le service public et l'intérêt général, bah, tu n'as pas un patron qui peut te dire bah, l'entreprise elle est en faillite, ciao. Et ça, c'est quand même, enfin, la sécurité de l'emploi, comme tu le dis, c'est hyper important. Et voilà, je pense que le public et le privé, c'est quand même pas trop comparable. Tout dépend de la vision de chacun. Si une personne a envie de travailler pour un patron dans le privé, voilà, pourquoi pas, et on en a besoin aussi de ces personnes-là. Mais en tout cas, les fonctionnaires aussi sont essentiels. Malgré ce que quelques gouvernements disent, je pense qu'ils sont quand même vachement essentiels pour le service public de la France et pour toutes les petites actions du quotidien qu'on fait tous ensemble, c'est-à-dire aller à la poste enfin toutes les petites choses comme ça ou s'inscrire à la fac, etc. Et ben il y a Ouais, quand tout même à des fait. personnes derrière qui gèrent tout ça et voilà, je pense que c'est essentiel. Ok, bon, bah, belle fin. Très beau mot de la fin. Juste pour terminer, dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants? Un conseil général ou un conseil d'orientation? N'importe quoi, ou un petit mot gentil? Un petit mot gentil, bah, je dirais ayez confiance en vous. Ça, c'est hyper important quand on fait ce genre de master-là en droit public. Enfin, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on fait. C'est quand même des très, très beaux parcours qu'on fait, surtout le droit public. Je suis totalement passionnée par ce que je fais et par le droit public. Et il faut avoir vachement confiance en ce qu'on fait et être très, très fier Oui. de ce qu'on fait. C'est hyper important. Et il faut être ambitieux quand même. L'ambition, c'est important. Parfois, c'est un peu mal vu, mais il faut être ambitieux et on peut mériter des beaux postes. On peut mériter de passer des beaux concours et on peut mériter d'avoir un très bon salaire quand on est fonctionnaire. Et il faut être fier de ça. Bah, merci. Merci Bah, de rien. ces belles paroles. C'était très chouette. Peut-être que s'il y a des étudiants qui veulent te poser des questions, est-ce que c'est OK de mettre, je sais pas, ton Facebook pour un contact? Oui, oui, tout à fait. Et merci beaucoup. C'était vraiment trop, trop chouette. Bah, merci à toi pour avoir organisé tout ça. Et puis, bah, je te souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Allez, salut. Bonne soirée. Ce premier épisode de Rendez-vous interpubliciste est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré ou du moins éclairé sur votre avenir dans le droit public. Le Facebook de Alizée sera en barre d'infos si vous avez la moindre question à lui poser ou si vous voulez juste lui envoyer un mot gentil. Si le podcast vous a plu, partagez-le, aimez-le, ça nous aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram et Facebook, Avenir Droit Public. On poste plein de choses super chouettes, notamment des résumés d'arrêts de la jurisprudence publiciste, mais aussi des astuces pour les étudiants, des infos sur le monde du droit public et plein d'autres contenus publicistes évidemment. En tout cas, c'était Zoé pour Avenir Droit Public et à bientôt pour un nouveau rendez-vous interpubliciste.